Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. L'interview politique, 8h37, Edwige Diaz, vice-président du Rassemblement National et député de Dordogne. Bonjour. Bonjour, de Gironde. De Gironde, excusez-moi. C'est en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est juste à côté. C'est ça, c'est le Blayais, le Nord-Livournais. C'est ça, de Gironde, pardonnez-moi. De Gironde, qu'est-ce que vous avez fait, Edwige Diaz ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que vous avez fait à Xavier Bertrand pour qu'il soit en colère comme ça, pour qu'il... Non, mais il y a eu une espèce de polémique qu'on n'explique pas. Marine Le Pen n'est pas intervenue auprès de Monsieur Bayrou. C'est pas elle qui a choisi le gouvernement. Hein. Vous savez, si on avait choisi le gouvernement, ça serait Jordan Bardella, Premier ministre. Donc là, le gouvernement de Monsieur Bayrou et l'éviction de Monsieur Xavier Bertrand, nous n'y sommes pour rien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez surprenant de la part d'un président de région, de quelqu'un qui s'est vu ministrable. C'est assez surprenant de le voir à ce point méprisant, insultant, incompétent et en plus de mauvaise foi, qu'il est en train de révéler les coulisses de ces échanges avec Monsieur Bayrou. D'ailleurs, en fait, il y en a un des deux qui ment. On ne sait pas lequel c'est, mais je pense très sincèrement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce comportement, ces communiqués, cette attitude, ces petites phrases n'élèvent pas le niveau de la politique en France. Mais il y a aussi quand même une interrogation qu'on peut avoir de votre attitude, je parle du Rassemblement National, pas vous personnellement, vis-à-vis de Xavier Bertrand. Parce que si on refait le fil, même on va dire des 2-3 jours précédents, on a eu Xavier Bertrand, pas Premier ministre, on l'avait compris, il brisait la mâchoire, il fallait pas le dire, c'était une attaque beaucoup trop violente envers le Rassemblement National. Ça, on a compris. Ensuite, on avait dit, bon, finalement, Xavier Bertrand, pourquoi pas un autre ministère ? Et là, on voit Xavier Bertrand, ministère de la Justice, on a compris que ça bloquait. Qu'est-ce que c'est sinon de l'interpréter, on va dire politiquement, comme une crainte qu'il pèse potentiellement sur les décisions judiciaires qui attendent Marine Le Pen ? Ouh là là, non là vous partez très loin. Moi, je le répète, Marine Le Pen n'est pas intervenue dans l'absence de nomination de Monsieur Bertrand. Mais comme son nom était cité, en effet, nous avons dit ce que nous pensions de lui. En fait, nous avons juste rappelé son bilan, que lorsqu'il était ministre de la Santé, il est à l'origine de la suppression d'environ 40 000 lits. C'est aussi lui qui est à l'origine de la financiarisation. Bah oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment lui qui est à l'origine de la financiarisation de l'hôpital public, notamment avec la tarification à l'acte. C'est lui qui, dans sa région, est attaché au démantèlement du service public, puisqu'il a ouvert les lignes TER à la concurrence. Donc, et en plus, il est très favorable à la réforme des retraites, puisque lui, en fait, il veut un départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Donc, c'est sûr que nous n'aurions pas été particulièrement satisfaits de le voir intégrer ce gouvernement, mais je le dis, nous ne sommes pas à l'origine de son absence de nomination. En tout cas, je pense que il ne va pas manquer à grand monde. Il n'y a pas beaucoup de Français qui pleurent aujourd'hui de ne pas voir Monsieur Xavier Bertrand absent de ce gouvernement. Mais est-ce que quand même vous pouvez assumer que vous avez un droit de vie ou de mort sur le gouvernement ? Alors non, alors bon, déjà c'est quelque chose de très important, avoir un droit de vie ou de mort. Enfin, on voit pas la politique comme ça. Par contre, alors vous avez un point important. Voilà, un point important. Ça, je suis plus d'accord avec. Mais oui, mais en fait c'est normal. Notre poids est simplement le reflet du résultat des élections législatives de juin et juillet dernier. Les Français ont été 11 millions à nous accorder leur confiance, et d'ailleurs je les en remercie. Ces 11 millions de voix ont fait de nous le premier groupe à l'Assemblée nationale, et donc il est tout à fait normal qu'un gouvernement respectueux de la démocratie prenne en considération les attentes du premier parti de France. C'est la raison pour laquelle nous allons répéter à Monsieur Bayrou ce que nous avions déjà indiqué à Monsieur Barnier, c'est-à-dire un certain nombre de nos lignes rouges quelque part, donc c'est-à-dire une absence de matraquage fiscal, pas de casse sociale et surtout une réduction du déficit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par exemple la différence qu'il y a entre un Xavier Bertrand et une Elisabeth Borne par exemple? Parce que certes, Xavier Bertrand a eu des mots déplacés, on peut se dire aussi que c'est la violence verbale de la politique, mais Elisabeth Borne par exemple, notamment dans son dernier livre, n'hésite pas à réitérer le fait qu'elle voulait surtout passer des lois sans vos voix. Donc en fait, les deux, plus ou moins, vous excluez, mais vous refusez d'une certaine manière Xavier Bertrand, pas Elisabeth Borne. Qu'est-ce que politiquement sépare ces deux personnes, très concrètement?
Non, mais je pense que ce qui les unit surtout, c'est que les deux sont macronistes ou à minima Macron compatibles. C'est le cas de Monsieur Bertrand. Donc non, mais vraiment, je pense que l'un ou l'autre, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. D'ailleurs, comme tous les membres de ce gouvernement, et c'est ce que nous déplorons nous au Rassemblement national, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de rupture en matière d'orientation politique. Mais j'espère que ce gouvernement arrivera à la raison. Et finalement, c'est pas une question de casting. Là, ce qui est important avec ce gouvernement, la question, c'est vraiment, est-ce qu'ils vont entendre nos préoccupations? Est-ce qu'ils vont entendre les préoccupations des Français? C'est sur le concret, donc on y va, le concret. Pouvez-vous d'abord, parce que c'est très intéressant, beaucoup de gens, on va dire, de pouvoir, d'argent dans les finances, pris absolument pour avoir de la stabilité. C'est le mot qui revient tout le temps. La note Moody's a été dégradée par cette agence. Les marchés sont quand même inquiets. Est-ce que vous pouvez garantir ce matin que le gouvernement François Bayrou sera simplement plus pérenne, vivra un tout petit peu plus longtemps et plus sereinement que celui de Michel Barnier? Eh bien, ça dépendra de lui-même. Voilà. Si le gouvernement souhaite durer et ne souhaite pas être censuré, eh bien, ça dépendra de l'attitude qu'il adopte à l'égard du Rassemblement national. Objectivement, si vous levez ou si vous baissez le pouce, parce que si vous voulez de la stabilité, vous pouvez laisser le gouvernement vivre un peu plus longtemps. Juste pour vous dire, déjà en matière de stabilité, c'est le vote de la motion de censure qui a engendré de la stabilité, notamment au sein des chefs d'entreprise, qui voulaient que notamment les promesses d'Emmanuel Macron se concrétisent, notamment en matière de CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Emmanuel Macron avait promis une suppression de la CVAE et finalement le budget prévisionnel envisageait de supprimer l'exonération de cette CVAE. Donc grâce à la censure, les chefs d'entreprise ont obtenu une stabilité. Ils ont aussi obtenu une stabilité parce que le budget que nous avons censuré prévoyait 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires contre les chefs d'entreprise. C'est pour ça que nous l'avons censuré. Maintenant, si le gouvernement souhaite durer, je le dis, ça dépendra de lui, ça dépendra de sa capacité à nous écouter, mais en tout cas... Est-ce que vous êtes optimiste dans ce cas-là? Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste que celui de Michel Barnier? Très sincèrement, Marine Le Pen disait qu'elle était d'un optimisme béant de façon un peu ironique. Est-ce que vous pouvez nous dire... Non mais c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de gens, et on le voit au standard vraiment de Sud Radio 0826 300 300, les gens nous disent en fait, là on n'en peut plus, que ce soit pour les petits chefs d'entreprise où ils sentent, vous dites que la censure a apporté de la stabilité, nous ils nous disent un peu l'inverse en disant on est dans un marasme ambiant, ça nous pèse, les gens sont inquiets, ils consomment moins, ils commandent moins. Quand on travaille avec l'étranger, il y a quand même une façon de nous tourner au ridicule. Donc est-ce que au moins vous pouvez nous dire on va essayer d'être peut-être, je ne sais pas, un peu plus conciliant, un peu plus tolérant? Mais nous le sommes. Hein. Je vais vous dire, nous avons proposé un contre-budget à Monsieur Barnier comprenant 57 mesures et à la fin, il nous en restait 10 mesures de bon sens que nous avons proposées à Monsieur Barnier. Je veux dire, on pèse 11 millions d'électeurs, on s'est contenté de seulement 10 mesures qu'il a refusées. Sur le marasme et l'état d'esprit un peu négatif que ressentent les chefs d'entreprise, mais ils ont... c'est normal en fait, je crois qu'il y a 78% des entrepreneurs qui n'ont pas confiance en Emmanuel Macron. Et ça, c'était bien avant la censure. Et d'ailleurs, 50% d'entre eux souhaitent sa démission. Là aussi, c'était avant la censure. L'instabilité, elle existait aussi avant la censure. Regardez, j'ai été faire un petit peu d'historique. Depuis 5 ans, nous avons eu depuis 1 an, nous avons eu 5 ministres de la Santé. Depuis 1 an, c'est aussi 5 ministres de l'Éducation nationale. Il y en aura d'autres si vous continuez à censurer. Oui, donc mais vous voyez, en l'occurrence, oui, non mais regardez, depuis Papendiaï, je vais rappeler de mauvais souvenirs à tout le corps enseignant, à tous les fonctionnaires de l'Éducation nationale. Voilà, depuis Papendiaï, c'est 5 ministres de l'Éducation nationale, des ministres très éphémères, Monsieur Attal, Madame Belloubet, Madame Oudéa Castéra, qui était en même temps ministre des Jeux Olympiques. Donc l'instabilité ministérielle, elle n'est pas le fait du Rassemblement national. Mais maintenant... eh bien, je le dis, il appartiendra au gouvernement Bayrou de faire preuve de conciliation, de bon sens, d'écoute de nos 11 millions d'électeurs, de respect à l'égard de la démocratie, et peut-être que ça durera comme ça un petit peu plus longtemps que le gouvernement Barnier. Mais vraiment, la balle est dans leur camp. Je ne veux pas que vous inversiez la charge de la responsabilité. Non, la balle est dans leur camp. Je pose la question. Vous avez parlé d'éducation nationale, c'est Elisabeth Borne qui arrive dans ce ministère. On dresse le portrait d'une technicienne habituée des hautes responsabilités. Est-ce que vous pensez qu'il sera bien tenu avec une femme comme elle à la tête de ce ministère?
Écoutez, comme j'aime mon pays, je vais vous dire que je le souhaite. Et quand je vois le niveau, l'affaissement du niveau scolaire de nos enfants, et quand je vois les difficultés dans lesquelles évoluent nos enseignants et tout le corps enseignant, eh bien oui, j'espère que Madame Borne sera au niveau. Maintenant, moi je suis élue depuis 2022, donc ça fait quelques années que je travaille avec Elisabeth Borne, et c'est vrai que j'ai toutes les raisons d'être inquiète. Madame Borne, c'est quand même Madame 49.3. Elle a fait preuve d'une violence inouïe. Moi, je me souviens quand elle montait à la tribune pour annoncer froidement le 49.3, qui est quand même quand même souvent très agité. Donc oui, enfin pas de notre faute, de la part du nouveau Front Populaire, anciennement du PES, ça je vous le concède. Mais en tout cas, nous sommes toujours très bien tenus en hémicycle. Mais c'est vrai que quand je me souviens d'elle montant à la tribune et annonçant froidement le 49.3, alors que c'est un outil constitutionnel, certes, mais un outil qui est largement rejeté par les Français. Donc c'est vrai que je ne la vois pas faire preuve de conciliation, d'écoute à l'égard d'un ministère dont les agents sont en souffrance, parce que oui, aujourd'hui les enseignants, moi je discute très régulièrement avec eux sur ma circonscription, les enseignants sont en souffrance, ils subissent un manque de soutien de la part de leur hiérarchie, ils sont confrontés régulièrement à l'entrisme islamiste, et ça se ressent aussi tout ça sur le niveau d'études de nos enfants. Il suffit de regarder les dernières études, le niveau scolaire de nos enfants s'effondre. Et moi, je vais très prochainement lui écrire pour lui demander de ne pas supprimer les postes d'enseignants, de ne pas accélérer les fermetures de classes, notamment en milieu rural, parce que voilà, moi j'ai un vrai problème sur ma circonscription, c'est l'absence de remplacement des professeurs. Voilà. Vous allez lui écrire avant la fin de l'année ? Ah oui, très probablement, ouais. Demain ou après-demain. Continuons sur les sujets concrets. Il y a le vote du budget. Oui. François Bayrou espère qu'il soit voté avant le 14 février. D'ici là, pour pallier, on va dire, cette absence de budget, il y a eu le fameux vote de la loi spéciale. On en parlait hier sur cette antenne. Une note de l'OFCE nous explique à quel point, si le budget n'est pas voté, donc si censure il y a, ça va venir fracasser littéralement les classes moyennes. Pour les budgets moyens, environ 2000-2500 euros, c'est une augmentation d'impôts de plus de 200 euros par an. Et puis on parle également de rentrée de nouveaux foyers fiscaux, plus de 18 millions, plus de 400 000 personnes également seraient soumises à une augmentation d'impôts. Donc comment pouvez-vous garantir, si vous voulez, de la stabilité à la classe moyenne qui vote pour vous? Est-ce que vous allez pouvoir lui dire, vous inquiétez pas, vous ne payerez pas plus d'impôts? Est-ce que vous pouvez vous le garantir ce matin? Alors, grâce à la censure, en effet, les Français, et notamment les retraités, ne vont pas perdre de pouvoir d'achat. Parce que si le PLF 2025 était passé, il n'y aurait pas eu de réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Grâce à notre censure, nous avons aussi préservé les classes moyennes de davantage de taxes. Au total, ce sont 40 milliards d'euros de taxes supplémentaires qui auraient pesé sur les épaules des Français, là, et notamment des plus modestes. Là, pour l'instant, elle est gagnante. Pour l'instant, elle est gagnante parce que nous avons réussi à écarter un certain nombre de taxes, notamment, par exemple, le malus écologique sur les voitures, les taxes sur le sucre et un certain nombre d'autres que j'oublie parce qu'elles sont très nombreuses. Maintenant, il revient, c'est vraiment la charge du gouvernement de faire passer un budget qui sera bon, notamment pour les classes moyennes. Et en tout cas, je veux vraiment tordre le cou à, vous savez, les ministres sortants, là, les précédents ministres, nous suppliaient de ne pas voter la censure, pas parce qu'ils étaient préoccupés par le pouvoir d'achat des Français, qu'ils ont largement affaibli, mais juste parce qu'ils voulaient garder leur poste. Et donc du coup, ils ont brandi le chiffon rouge en disant que ça allait être la catastrophe, que les Français allaient payer davantage d'impôts. Ben non, ça n'est pas vrai en fait. Il suffit qu'un budget soit voté. Là oui, actuellement, si la loi spéciale passe, une fois plus, c'est la classe moyenne qui pour l'instant, elle est passée, mais vous savez comment ça se passe. Les déclarations d'impôts, elles ne se font qu'au printemps. Ça veut dire que nous avons jusqu'au printemps. Non mais attendez. S'il y avait augmentation, ça serait parce que la loi spéciale serait appliquée jusqu'au mois d'avril, au moment de la déclaration d'impôt. Ça n'est pas, nous, notre objectif. Et d'ailleurs, je le dis, nous ne sommes pas comme le nouveau Front Populaire. Nous avons très clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de censure a priori, parce que nous sommes des gens responsables. Mais maintenant, il faut voir si le gouvernement fait lui aussi preuve de responsabilité et qu'il présente un budget qui tienne la route, qui soit acceptable par les millions de Français que nous représentons,
présentons, et ça passera aussi par une certitude de la baisse du déficit. Et en fait, cette baisse du déficit, elle est tout à fait atteignable dès lors qu'on va faire des économies sur le train de vie de l'État. Par exemple, la baisse de la dotation à des agences dont personne ne connaît l'existence et encore moins l'utilité. On peut aussi flécher des économies sur la baisse de l'aide internationale au développement. Moi, il faut m'expliquer pourquoi on va subventionner la Chine, l'Algérie ou les Comores, et on peut largement aussi penser à la baisse du budget, de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Ce que vous aviez déjà réussi à faire une première fois. Ouais, insuffisamment, malheureusement. Et pour qu'on soit concret, si François Bayrou nous écoute ce matin, il prend son petit stylo, il prend une feuille, il se dit bon, les 5 lignes rouges, c'est déjà pas de hausse d'impôts, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous deviez en citer 4-5 pour que ce soit très clair. Eh bien, pas de hausse d'impôts, notamment pour les classes moyennes. Pas de casse sociale. On maintient la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. On maintient la suppression de la hausse de la taxe sur l'électricité, et surtout on baisse le déficit de la France parce que pour l'instant les personnes qui constituent ce gouvernement, elles ont toutes contribué à aggraver le déficit, et donc là il est temps d'inverser la tendance. Sur un sujet très concret aussi, concerne les agriculteurs. Vous savez que dans quelques semaines aura lieu, on va dire, la fin de la de la date limite pour essayer de renverser le poids au sein de la Commission européenne concernant le vote du fameux Mercosur, qu'on dit vulgairement en quelque sorte voiture allemande contre poulet argentin. Comment pouvez-vous garantir aux agriculteurs qui votent majoritairement pour vous que vous allez garantir à ce que la France revienne en pole position d'une certaine manière au sein des négociations ? Mais malheureusement, je crois qu'il n'y a pas un agriculteur aujourd'hui qui fait confiance à Emmanuel Macron pour les défendre sur la question du Mercosur. Emmanuel Macron a livré la France à la Commission européenne. Madame von der Leyen, qui est l'alliée d'Emmanuel Macron, elle souhaite qu'il y ait cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc malheureusement, les agriculteurs, tant qu'il y a Emmanuel Macron à la tête de l'État, ne verront pas leurs intérêts défendus. S'ils ont voté pour vous, les agriculteurs, ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Sud Radio, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? On va mettre une pression maximale sur Annie Genevard. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais évidemment, mais ça on le fait déjà. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail remarquable de nos députés européens qui font un travail considérable au Parlement européen, qui se sont opposés à toute l'idéologie de la décroissance agricole. Ils ont voté contre le dispositif de la ferme à la fourchette, de la restauration de la nature, tout le Green Deal en fait, qui visait à diminuer les exploitations, enfin en tout cas la surface des exploitations agricoles en France. Mais être moins suffisant, à fragiliser la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire tuer l'agriculture française, c'est plus d'importations et c'est s'exposer à davantage de produits ne respectant pas nos normes sociales et environnementales. Donc au final, c'est dégrader la qualité de la nourriture que nous avons dans notre assiette. Donc voilà, donc en fait, dire Emmanuel Macron et sauvegarde de l'agriculture, c'est totalement antithétique. Sur un autre sujet très concret, on a souvent des appels sur ce sujet qu'on traite évidemment sur Sud Radio, c'est l'immigration. 0826 300 300. Bon, j'arrive pas à comprendre, il faut que vous m'expliquiez, Edith Gaz, vice-président du Rassemblement National, votre ligne sur Bruno Retailleau. Quand on lit ce qu'il dit dans le JDD, ça va clairement dans votre sens. Rallonger le temps de séjour et la durée de séjour dans les centres de rétention, on va dire accélérer la mise en place des différentes OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire. Il veut aussi que l'appel des préfets soit suspensif. Il veut rétablir le délit de séjour irrégulier. Il veut un nouveau texte pour réformer l'aide médicale. Il veut réformer le titre de séjour délivré aux étrangers. Pourquoi vous le soutenez pas? Alors, Bruno Retailleau parle comme le Rassemblement National, mais il agit comme un macroniste. Je vais essayer de reprendre tous les points que vous avez développés. Vous avez 2 mois, ça fait 2 mois. Oui, mais il aurait pu faire ses preuves. Je vais vous dire notamment à quelle date. Le 31 octobre dernier, c'était le jour de la niche parlementaire du Rassemblement National. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur d'un texte qui visait à faciliter l'expulsion des délinquants étrangers. Donc ça devrait plaire précisément à monsieur Retailleau, sauf que
son gouvernement a voté contre notre proposition de loi. Son gouvernement, mais pas lui directement. Donc son action semble... Alors précisément, c'était son ministre délégué. C'était Monsieur d'Aragon, ministre de la Sécurité du quotidien, donc en fait qui dépend directement de Monsieur Retailleau. Donc j'ose espérer, même si quand même dans ce gouvernement les uns et les autres se détestent et ne se parlent pas trop, j'ose espérer que Monsieur d'Aragon a voté selon les consignes que lui a donné Monsieur Retailleau. Sur l'allongement de la durée en centre de rétention administrative. C'est très bien. Mais il faut quand même que les Français sachent qu'une journée en centre de rétention administrative, ça coûte aux contribuables français 690 €. Et donc en fait, pourquoi allonger ce délai en centre de rétention administrative si au final, ça ne se solde pas par une expulsion réelle? Moi, je n'ai pas entendu Monsieur Retailleau dire qu'il allait utiliser sa force diplomatique pour négocier avec certains pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Je pense par exemple à l'Algérie. Il est allé au Maroc notamment avec le Oui, mais surtout l'Algérie, c'est le problème. Voilà. Oui, bien sûr. C'est l'Algérie qui refuse de prendre ses ressortissants, alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un certain nombre de moyens pour contraindre ce pays. Je pense par exemple à une diminution de l'aide au développement. Vous voyez, on pourrait conditionner l'aide au développement au bénéfice de l'Algérie au fait qu'ils reprennent ces ressortissants que nous souhaitons expulser. Sur la volonté de Monsieur Retailleau d'améliorer le taux d'exécution des OQTF. Il part quand même de très loin parce que Monsieur Darmanin avait un très mauvais bilan en la matière. Et enfin, sur la réforme de l'aide médicale d'État. Moi, vous voyez, il y a un an, j'ai entendu Madame Borne qui disait « Oui, nous allons ouvrir un débat sur l'aide médicale d'État au premier trimestre 2024 ». Vous voyez, nous sommes sur les derniers jours de 2024. Nous n'avons vu aucun texte arriver sur la réforme de l'aide médicale d'État. Donc, moi, je souhaite que Monsieur Retailleau s'inspire d'une proposition de Marine Le Pen qui vise à transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, ce qui permettra au passage de faire 1 milliard d'euros d'économies. De plus en plus, dans votre camp, on assume le fait que la présidentielle ou anticipée ou celle de 2027 se jouera entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est aussi le souhait du leader, de l'ex-leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui dit que ça se finira entre lui et vous. Pourquoi Marine Le Pen ne peut pas être quelqu'un d'autre ? Alors déjà, ce sont les Français qui décideront. Nous affronterons, déjà si nous sommes qualifiés au second tour, c'est-à-dire si les Français nous honorent suffisamment de leur confiance pour nous qualifier au second tour, nous affronterons qui ils auront décidé. En tout cas, je vais vous dire, nous sommes prêts à affronter qui que ce soit, puisque de toute façon, qu'il s'agisse de Monsieur Mélenchon ou par exemple de Monsieur Philippe, par exemple, qui a déjà déclaré sa candidature, eh bien, c'est la même chose en fait. Ces gens appartiennent au même parti unique, puisque je rappelle que ce sont les uns qui se sont désistés pour faire gagner les autres. Donc ils sont tous co-responsables du bilan dramatique de la France, qui s'inscrit dans une situation de chaos budgétaire, financier, migratoire, sécuritaire, etc., etc. Donc en fait, peu importe qui nous affronteront, je veux dire aux Français, nous sommes profondément déterminés à remporter la prochaine élection présidentielle, parce que nous pensons que nous sommes le seul pays capable de redresser, le seul parti capable de redresser le pays. En quelques mots, encore dernière question, Edwige Diaz. Olivier Faure vient de déclarer qu'aucune des conditions n'a été respectée, donc qu'il enterre le fameux pacte de non-saussure qu'il aurait pu signer avec François Bayrou. Ça veut dire que dans potentiellement quelques semaines, vous seriez prête à nouveau, vous et votre parti, à signer avec la gauche pour une nouvelle motion de censure ? Mais je répète ce que je vous ai dit depuis le début de l'émission, ça dépendra de la capacité de ce gouvernement à entendre nos revendications. Merci beaucoup, Edwige Diaz, d'avoir été notre invitée, vice-présidente du Rassemblement National et députée de Gironde. Tout à fait. Passez de belles fêtes. Merci d'avoir été avec nous. Merci vous aussi, joyeux Noël à vos auditeurs. Il est 9h sur Sud Radio.